Alors, c'est beau hein. Imagine t'es un simple enfant et du jour au lendemain, t'es transporté dans une aventure où la vie de ta famille et de tout ton village est entre tes mains. Ouais, ça fait un peu beaucoup. Ça c'est le speech de ce jeu avec un mode animé japonais magnifique. Aujourd'hui je t'emmène découvrir pourquoi tout le monde ici refuse d'entrer dans cette forêt et ce qui se cache derrière ces feuillages. Du coup, ça c'est nous. On s'appelle Ayumi, on ne sait pas vraiment pourquoi, mais on est dans ce monde étrange. C'est magnifique, mais honnêtement, c'est pas vraiment le sujet, d'autant plus que l'on croit cette fille. Mais lorsque l'on s'approche d'elle, on se réveille. Il semblerait d'ailleurs qu'en ce moment on fait le même rêve en boucle, et le plus étrange dans tout ça, c'est que cette fille ne nous dit rien. Genre, sauf preuve du contraire, on ne l'a jamais vue. Bon, on décide de prendre l'air, et je crois qu'on a fait une sieste un peu trop longue. On décide d'aller voir nos parents en bas, et on apprend à la télé qu'un typhon est sur le point de toucher le village. Mais nous, hein, ce qu'on retient, c'est qu'il y a peut-être moyen de louper des cours. Ah oui, notre mère nous demande aussi d'aller chercher des carottes. Grosse info. Quant à nous, on sort dehors et on croise ce petit chien tout mignon. Et les commères du village. Comment ça, la cousine d'une connaissance à ma sœur? On dirait une mauvaise blague le truc. Bon, on se dirige vers la ville et sur le chemin on croise notre gars sûr, Manabu. Lui, c'est notre meilleur pote et il veut entrer dans l'équipe de baseball du collège. À part ça, c'est aussi notre confident. On lui fait notamment part de nos rêves. Mais bref, il nous demande de l'aider à s'entraîner. Mais nous, on a des carottes à aller chercher. Donc on ira le rejoindre après. En continuant d'avancer, on passe à côté de l'entrée de la forêt et un mal de tête nous prend. La seule chose que l'on sait de cet endroit, c'est que tout le monde l'évite. Mais nous, quand on était petits, on s'est perdu je ne sais comment à l'intérieur. Et lorsque notre mère nous a retrouvés, elle était super inquiète. Après, je veux pas faire le rabat-joie, mais comment c'est possible qu'un enfant entre comme ça dans une forêt? Genre elle était pas censée nous surveiller? Mais bref, on tombe sur la police qui nous met un coup de pression gratuit. Mais en fait, j'ai l'impression qu'il se passe jamais rien ici, donc il essaye de se donner de l'importance. C'est vraiment pas nice. On passe ensuite sous un pont et Ayumi nous explique qu'un jour quelqu'un a trouvé un kappa ici. C'est en gros une sorte de grenouille avec un nénuphar sur la tête. Mais au final, c'était juste un SDF et les gens se sont moqués de lui. Aïe aïe aïe, coup dur. On finit par croiser notre meilleure amie Nao, tout droit sortie de Scooby-Doo. Elle travaille dans une librairie avec son père. Mais ça marche pas de fou parce que les gens s'arrêtent surtout pour lire, donc personne n'achète. Nao en fait, c'est la personne la plus gentille du village. Sérieux, carrément, elle fait même nos devoirs, c'est une dinguerie. Je la trouve même un peu trop gentille. Ça cache quelque chose. Bon, c'est pas tout, mais à la base on est venu ici pour acheter des carottes. Et en allant les prendre, il y a deux commerçants qui se crient dessus. Bon, on les laisse embrouiller et on achète nos carottes. On peut alors retourner voir Manabu et petite partie de baseball en vif. Vous moquez pas, c'était la première fois. On profite de ce moment pour lui parler de nos rêves, et ce qui est sûr c'est que ça nous tracasse. Mais bon, Manabu nous dit juste de nous trouver une copine. Bon, l'entraînement est fini, et on peut rentrer à la maison. On mange et on va se coucher. Mais pendant notre sommeil, on fait encore ce rêve étrange. Et cette fois-ci, il semblerait qu'il y ait un peu plus de réalité, puisqu'une partie du village est comme reproduite. D'ailleurs, on recroise cette fille et on a pu voir son visage. On se réveille et bah, elle nous dit vraiment rien. Bon, sinon aujourd'hui il pleut pas mal en prévision du typhon, mais à notre grand désespoir, les cours ne sont pas annulés. On va voir notre mère et elle nous donne l'amulette de notre grand-père mort il y a peu. D'après les croyances, elle nous permettrait de nous protéger des mauvais esprits. Ça nous paraît un peu bizarre, mais bon, on dit au revoir à notre mère et direction le collège. D'ailleurs, sur le chemin, on croise ce goat de Manabu et on arrive devant l'établissement un peu en retard, mais le trio est réuni. Nao, Ayumi et Manabu, attention, on n'est pas là pour rigoler. Plus sérieusement, le typhon semble s'être réveillé plus tôt que prévu et on n'a pas d'autre choix que de nous réfugier dans l'auditorium. Askip, c'est un grand bâtiment donc il ne risque pas de s'envoler. Un peu manqué à l'explication, mais ok. Par contre, avant d'y aller, on entend une voix, donc on décide de dire à nos potes qu'on a oublié quelque chose dans la classe pour essayer d'en savoir plus. Mais en y retournant, la voix nous dit de courir et les fenêtres se cassent. Par contre, premier degré, j'ai flippé de fou. Ah oui, sinon il y a des esprits maintenant et on se munit d'une batte de baseball pour se défendre. On n'a plus qu'un seul objectif, l'auditorium. On casse une fenêtre et on se retrouve dehors. Le typhon gronde et on se fait attaquer par les âmes. Mais le bracelet de notre grand-père semble nous protéger. Malgré nos efforts, c'est trop pour nous et on finit par perdre connaissance. Il est là! Que quelqu'un appelle une ambulance! Est-ce qu'il va bien? Il est inconscient! Dépêchez-vous! Emmenez-le à l'intérieur! Maman? Papa? Est-ce que je suis mort? Je suis trop fatigué pour parler. Elle était là. Sa peau était froide. Mais malgré ça, elle m'a tenu chaud. Et après ça, elle a disparu. Elle et les fantômes. J'ai tellement mal à la tête.
On se réveille le lendemain étonnamment en pleine forme. Il continue de pleuvoir mais le typhon s'est arrêté. Par contre, force aux voisins qui doivent refaire toute leur toiture, sinon au premier degré je crois que je peux pas me lasser de cette vue. Sérieux, c'est trop beau. On descend voir notre mère qui est vraiment heureuse de nous revoir. Elle a perdu son père il y a peu et l'idée de nous perdre nous l'a dévastée. On se dirige vers le téléphone et on appelle notre père. Lui, il travaille pour une maison d'édition et a légèrement tendance à se laisser bouffer par le travail. Mais il est très content de nous revoir, enfin de nous écouter. Il nous demande aussi d'aller acheter une offrande pour notre grand-père. Ah oui, parce que l'école est partiellement détruite, donc y a pas cours. Youpi. Sinon, c'est pas vraiment important pour l'histoire, mais il y a littéralement un jeu dans un jeu. Et je suis à deux doigts de tryhard là, c'est une folie. Bref, revenons au vif du sujet. En nous dirigeant vers la ville, on trouve un panneau d'affichage avec le journal. Et je crois qu'on fait les gros titres. Ça se voit d'autant plus lorsque l'on parle aux habitants ici. D'ailleurs, on tombe sur Manabu et Nao, on leur explique tout et Nao est un peu mécontente qu'on ne lui ait jamais parlé de la fille que l'on voit dans nos rêves. Bon, ce qui découle de cette discussion, c'est qu'il faut qu'on découvre qui est cette fille. Et Manabu a peut-être une piste. En gros, il y a deux voyous, j'ai l'impression d'être un boomer là. Et il paraît qu'ils parlent constamment d'une fille d'une quinzaine d'années, ce qui correspond à peu près à nos descriptions. On va donc les voir, mais avant on repasse devant la forêt et encore ce mal de crâne. Bref, ils nous demandent du saké, genre de l'alcool quoi. Mais c'est pas ça le pire. Ils veulent qu'on le vole sur une tombe, puisque quelqu'un en a donné un pour offrande. Enfin, c'est plutôt un des deux, puisqu'il y en a un qui est pas trop chaud. Il a lu un livre qui explique que ça porte malheur. Bon, autant dire qu'il y a aucun monde où je profane une tombe, genre ça va pas. Donc j'ai une autre solution. Si on achète le magazine qu'a lu l'un des deux voyous, il devrait pouvoir nous donner les renseignements que l'on veut. On va voir le libraire aka le père de Nao et 450 yens. Non là c'est chaud, y a pas moyen de faire un prix d'amis ou un truc du genre. Au final j'ai pas eu d'autre choix que d'aller me servir sur les tombes, mais j'ai pas pris le saké. C'est le mec qui essaye de se dédonner comme il peut. Du coup on achète le magazine et on retourne les voir. Et bah on apprend juste au final que la fille c'était Akane, la sœur de Nao. Ouais, tout ça pour ça. Par contre ça peut peut-être être une autre piste, puisqu'elles ont à peu près le même âge. S'il y a bien une personne qui peut savoir qui est cette fille, c'est bien elle. Akane, elle travaille au café et en fait c'est pas vraiment n'importe qui pour nous. C'est une personne avec qui on aime bien parler et qui est toujours de beaux conseils. On se retrouve alors sur le toit et on lui demande si elle ne connaîtrait pas une fille comme celle que l'on a vue dans nos rêves, et la réponse est non. Par contre on parle un peu de Nao qui est un peu déprimée parce qu'elle sent qu'on s'éloigne un peu. Mais bon, c'est pas vraiment le moment de passer du temps avec elle. Disons qu'en ce moment on est un peu préoccupé. Ah ouais, sinon comme elle a pas tous les tenants et les aboutissants, bah elle croit que celle que l'on cherche c'est notre petite copine. Ça aurait été dommage de passer à côté hein. Bon par contre du coup là on est au point mort. Enfin peut-être pas complètement, puisqu'en recroisant nos amis, Ayumi parle de quelque chose de plutôt intéressant. Et si la réponse était dans la forêt? Ça peut paraître étrange, mais à chaque fois qu'on passe à côté, on a comme l'impression qu'elle nous appelle. Après toutes ces émotions rentrent. Ah oui, j'ai acheté un taiyaki pour l'offrande de notre grand-père entre temps. On regarde un film en famille et on s'endort. Bon, c'est plus étonnant, mais nouveau rêve, avec beaucoup plus d'éléments de la vie réelle, mais le plus important ici, c'est que l'on se retrouve dans une forêt, où l'on croise la fille devant l'entrée. Bon, là si c'était pas assez explicite, le lendemain il pleut et on se dépêche d'aller voir nos amis. Ah oui, on recroise le chien et on va l'appeler Tobimaru. Je sais pas, je trouve ça stylé. En vrai ça n'a aucun intérêt, mais c'est juste trop mignon. On va voir Manabu et on lui explique notre rêve. Bien sûr il nous prend pour un fou, d'autant plus quand on lui dit qu'on a l'intention d'aller dans la forêt, mais bon je crois qu'on n'a plus trop le choix. Avant d'y aller on va en parler à Nao, et même réaction, quoique un peu virulente puisqu'elle part. C'est si terrible que ça la forêt? Je sais qu'on raconte plein d'histoires dessus, genre qu'elle serait hantée, mais bon c'est pas un peu abusé? Et bah c'est ce qu'on va voir. Après toutes ces années, me voilà. Ma tête, je n'ai plus mal. Bizarre. Qu'est-ce que c'est? Ma main veut pas traverser cette espèce de voile. C'est si hypnotisant. Bah pour le moment je trouve cet endroit juste magnifique. Je vois pas où est le problème. Ah ouais, peut-être Sésame, c'est possible. En nous engouffrant dans cette forêt, on croise un chat qui parle. Lui c'est Nekotaro. Avant c'était un chat ordinaire, mais il a décidé d'observer et d'étudier les humains, de lire leurs livres et d'apprendre leurs coutumes. Et il a en quelque sorte transcendé sa forme initiale. Il a l'air plutôt sympa, donc on lui demande s'il a vu la fille que l'on voit dans nos rêves, et il paraît qu'elle est connue dans le coin. D'ailleurs d'après lui on ne serait pas le premier à se faire appeler par elle. Ouais c'est bizarre. Mais il nous dit qu'elle n'est pas loin, et aussi que si on croise une renarde blanche, on pourra lui faire confiance. Ouais, il sort ça comme ça. En continuant d'avancer, on tombe sur un ascenseur, mais il manque un levier. Levier que l'on retrouve dans cette mare où il y a un kappa. D'ailleurs, elle nous dit qu'elle était bien sous le pont, donc le mec qui s'est fait chambrer parce qu'il a dit avoir vu un kappa, bah c'était réel. Sinon, elle a toujours faim, et elle en a marre de manger des têtards. Du coup, elle nous dit qu'elle va nous donner le levier si on lui rapporte sa nourriture préférée. Donc on retourne dans le village pour acheter un concombre et bingo. D'ailleurs, si on a d'autres nourritures à lui donner, elle est preneuse. Mais je vous avoue que j'y suis pas vraiment retourné parce
parce que c'est une quête secondaire. Bref, on a désormais le levier et on peut faire fonctionner l'ascenseur, qui nous permet d'accéder à une autre partie de la forêt. Ici, on croise une fille cachée sous une maison, voilà, j'ai rien d'autre à dire. Juste, elle a trop peur pour sortir, et un peu plus loin, bingo, la voilà. Elle nous dit qu'elle nous a amenés ici parce qu'elle a besoin de notre aide, et qu'elle a confiance en nous. En fait, lorsque l'on était petit, la raison pour laquelle on s'est perdu dans la forêt, c'est parce qu'on la suivait. Mais bref, une malédiction touche ces terres, et le typhon n'était en réalité qu'un aperçu de ce qui reste à venir. La présence d'un humain est nécessaire pour essayer de rompre cette malédiction. Elle nous explique qu'autrefois une déesse de la pluie était vénérée, mais un jour elle fut offensée et elle déchaîna sa colère sur le village. C'était le premier typhon. Depuis, elle se réveille de temps en temps pour se déchaîner. Ouais, elle est pas cool. Bon, sinon on remarque qu'il va faire nuit, donc on doit rentrer chez nous. Sinon on va se faire couper par nos parents. On continuera cette discussion demain. Avant de rentrer dans la mine, il faudra d'ailleurs que l'on apporte une lampe torche. Ah oui, et en fait elle s'appelle Amibitsu. On rentre à la maison et on va dormir. Cette fois-ci, pas de rêve puisqu'elle n'a plus besoin de nous appeler. On se lève tôt le lendemain et lorsque l'on descend, notre père n'est même pas parti au taf. On sort pour aller acheter une lampe, mais on croise Manabu qui nous fait remarquer que les magasins sont fermés. Donc en attendant, on s'entraîne avec lui et on en profite pour lui raconter notre journée d'hier. Ce qui est sûr, c'est qu'il perd pas le nord. Une fois l'entraînement fini, on part en ville et on croise Nao qui s'excuse pour sa réaction d'hier. Et nous pose pas mal de questions sur la fille. On lui demande si elle aurait une lampe de poche et elle nous dit que sa sœur en a une. On va la voir et elle dit qu'on peut la prendre. On retourne voir Nao et toc, on a la lampe. Plus qu'à retourner dans la forêt et se diriger vers la mine. Mais pas d'Amibitsu, seulement une renarde blanche. Mais c'est celle dont Nekotaro nous avait parlé. D'ailleurs, en réalité, elle a élevé Amibitsu à la demande de sa mère. Donc elle s'est fait abandonner par sa mère, ok. Sinon son nom c'est Mireille. Et en fait, elle est en couple avec Nekotaro. Sinon, elle nous donne une amulette qui est censée nous protéger. Après une longue discussion, Amibitsu apparaît. Elle doit être vraiment importante vu la réaction de Mireille là. Bon, sinon on avait une conversation à finir. Elle nous apprend que la déesse se réveille lorsqu'il y a des conflits ou que l'on touche à sa terre. Le truc c'est que récemment un promoteur immobilier souhaitait implanter plusieurs maisons ici, agrandissant ainsi le village mais détruisant l'harmonie entre la nature et les activités humaines. Donc la déesse elle est un peu vénère. Le truc c'est qu'elle est aussi dans l'abus hein. On pourrait croire que ses intentions sont louables, mais là elle risque de détruire tout le village et de mettre en péril la forêt. Ouais effectivement c'est un peu moins cool. On a donc pour mission de la vaincre pour que ça n'arrive plus. Et pour cela il y a un rituel que l'on doit faire dans le sanctuaire au sommet de la montagne. Mais comme on l'a vu tout à l'heure il est fermé. Pour l'ouvrir il y a 3 autres sanctuaires disséminés dans la forêt, qui permettent de maintenir cette barrière fermée. Et le premier se situe justement dans les mines. En errant à l'intérieur on trouve un générateur, mais il manque un fusible pour l'alimenter. En continuant d'avancer, on rencontre ce cyclope. En fait, lui et son peuple se sont réfugiés sous terre pendant la guerre pour se protéger, et ils n'en sont jamais repartis. Ils vénèrent leur chef qui les maintient dans l'illusion. Pour eux, le chaos et la guerre sont toujours présents, et leur chef, en les obligeant à rester sous terre, leur offre la sécurité. Bah, je crois qu'on pourra pas trop avoir d'aide de lui. On croise un de ses potes un peu plus loin, qui a pris le fusible pour créer une machine à drainer. Leur grotte est constamment sous la pluie, et ils pensent que la zone est inondée au-dessus, depuis des années. Ils sont vraiment tous embrigadés, mais au moins on sait où se situe le fusible. Plus qu'à faire le tour, mais il va nous manquer une clé. Et ça tombe bien puisque l'on trouve un autre cyclope, mais cette fois-ci qui n'a jamais connu le monde du dessus. Et il se demande si ce que dit son chef est vrai. Il serait prêt à nous aider, mais uniquement si on lui apporte une preuve qu'il y a bien le soleil au-dessus. Le seul problème c'est qu'on est enfermé, il y a des créatures nommées les Norikabe, ce sont des esprits de murs mouvants. Ouais, carrément. Mais bon, un petit coup de batte et y a plus personne. On accède à l'extérieur et on apprend qu'en fait ce qu'il considère comme étant une inondation, c'est juste l'étang du Kappa. Donc là il s'apprête à détruire son habitat naturel. Voilà que c'est pas cool frère. En retournant dans la grotte, on croise le cyclope, et là si c'est pas une preuve suffisante, je sais pas ce qu'il lui faut. Il nous donne les clés et on peut récupérer le fusible. On l'installe et on tape un bon coup. Paf, il y a de l'électricité. On retrouve tous les cyclopes en bas qui décident d'aller découvrir la forêt. Et quant à nous, on peut accéder à la suite. Et d'ailleurs, on croise leur chef Dorotabo. C'était un esprit de la forêt qui a totalement vrillé suite à la guerre, aux violences et au typhon qui n'a fait qu'empirer les choses. Bref, on arrive enfin au premier sanctuaire et ici on doit recréer les notes grâce aux cloches. Et on peut récupérer la première perle, plus que 2. D'ailleurs, si elle avait besoin de nous, c'était parce que les êtres de la forêt ne peuvent pas les toucher. Bon, nous on tombe dans les pommes, mais ça a l'air d'aller. Sinon on apprend que Amibitsu c'est la fille de la déesse de la pluie. Balour, en fait, elle en a marre des agissements de sa mère. Et ça peut se comprendre. Par contre, il se fait tard et nos parents vont nous attendre. C'est vrai qu'il se passe des dingueries, mais la réalité nous rattrape toujours. Donc on se dit au revoir et on retourne à la maison. D'ailleurs, il pense qu'on a une copine. Vas-y, relou. Bon, après un petit bain et un bon repas, on part mimir. Attendez, comment ça on a un rêve? On n'est pas censé en avoir normalement. On y voit des agriculteurs d'avant, mais aussi ces portes japonaises. Et on se réveille. Je suis pas sûr d'avoir tout compris, mais d'accord. On va voir notre mère qui a pas l'air très bien. Elle joue à la console sinon. Mais d'accord, on va faire comme si on n'avait rien vu. Et go retourner dans la forêt. Mais avant, petit rituel, on passe le bonjour à Manabu et on va voir Nao. Mais elle est occupée, gros arrivage. Par contre, elle nous demande de passer un peu de temps ensemble quand on aura le temps. Je lui dis que je suis d'accord et c'est parti pour retrouver Amibitsu. On a quand même un village à sauver. Ah oui, sinon entre temps, je suis passé manger un petit cheesecake. Voilà, grosse info. Aujourd'hui, on va dans une forêt de bambou. Par contre, c'est la guerre ici depuis des siècles. D'après ce que j'ai compris,
compris, ce sont des guerriers samouraïs qui ont essayé de s'accaparer ces terres, et pour les punir, la déesse les a fait se battre pour l'éternité en les enfermant dans des corbeaux. En vrai, c'est plus compliqué que ça, mais pour résumer, c'est ce qui s'est passé. Non mais elle est super sympa, hein. Bon, par contre, on était censé être discret, mais là je crois qu'on est foutu. On a réussi à prouver qu'on n'était pas leurs ennemis, mais on s'est fait enrôler de force dans leur armée. Dans l'escadron suisse en plus. Dur la vie d'artiste. On doit aller récupérer une carte et en passant dans les souterrains, on recroise Nekotaro, qui critique Amibitsu. En gros, hein, il lui dit que d'amener un gamin sur un champ de bataille, c'est pas très responsable, il a pas tort. Mais bon, m'en fous plus pas lu. Et en continuant d'avancer, on tombe sur Bora, la chef du clan ennemi. Et il me semble qu'elle connaît Amibitsu. Et elle ne l'aime pas trop. Le truc c'est que là, elle nous bloque le passage pour le sanctuaire. À la base, elle venait de Corée, mais suite à un typhon, elle est restée bloquée là. Donc assez logique qu'elle n'aime pas notre amie, puisque c'est littéralement la fille de celle qui a fait ça. Bon, après quelques négociations, on arrive à trouver un accord. Mais il manque juste les cloches, qui ont été récupérées par notre clan du coup. On y retourne et ils veulent pas nous les donner. Donc on leur dit que c'est une arme super puissante, mais je crois qu'on vient d'empirer la situation. On va dire que le principal c'est que pendant qu'ils sont en train de se battre, ils sont plus en train de surveiller les cloches. Donc on les récupère et on va voir Bora, qui n'est d'ailleurs pas très contente du bourbier qu'on vient de causer. Mais bon, Hassoul, on s'occupe du sanctuaire et alors que l'on avait récupéré la perle, elle nous la prend. J'aime pas trop les voleurs et les fils de... En fait, elle veut connaître les réelles intentions d'Amibitsu. Elle pense qu'elle se sert de nous pour ses propres plans, et honnêtement, c'est compréhensible. Elle demande alors à notre amie de revenir demain, une fois que ça sera plus calme, pour la convaincre. Mais elle doit y aller seule, sans nous. Et ça, ça nous plaît pas trop, surtout qu'on s'est vraiment rapprochés en vivant cette aventure. On rentre donc chez nous, triste, et à la maison, c'est tendu. On se fait même gronder par notre mère, parce qu'on est rentré un peu trop tard. Et notre père n'est toujours pas rentré du travail. On prend un bain, on mange un coup et on va dormir. Mais notre père n'est toujours pas rentré. Je crois que quelque chose cloche. Notre ami nous a abandonnés, et nos parents, disons que leur relation est un peu tendue. On se couche donc la tête remplie de tristesse, et encore un nouveau rêve, mais cette fois-ci il pleut. On passe à côté de ces portes, et elles sont alignées. Il semblerait qu'il y ait les perles dedans. Puis on recroise Amibitsu et fin du rêve. En fait, ce rêve est provoqué par les perles, autrement dit les Magatama. Bon, on descend et notre mère ne va pas mieux. À la télé, ça dit qu'un nouveau typhon est en route, et qu'il sera encore plus puissant que le dernier. Bon, c'est pas rassurant, mais au moins ça prouve qu'Amibitsu ne nous a pas menti. Aujourd'hui, on a donc pas mal de temps libre, et comme tous les jours, on va voir ce gigachat de Manabu pour s'entraîner un peu. Mais je crois qu'on a promis à quelqu'un de passer un peu de temps avec elle. Une fois l'entraînement fini, on va voir Nao, qui est dans le café d'Akane, sa sœur. Et ce qui est sûr, c'est qu'elle n'est pas en grande forme. On va lui parler et on lui dit tout. Peut-être même un peu trop, puisqu'elle décide de s'introduire dans l'école pour trouver un livre qui parle de la déesse de la pluie. En fait, on a l'impression depuis le début qu'Amibitsu ne nous dit pas tout. Donc peut-être que les légendes locales ont quelques informations à son sujet. On s'infiltre alors dans l'école, mais elle est fermée. Donc on passe par la fenêtre que l'on avait cassée pour s'enfuir durant le typhon, et après quelques énigmes pour retrouver la clé de la bibliothèque, on peut enfin mettre la main sur ce livre. Et ce qui est sûr, c'est que c'était super intéressant. Pendant la période Heian, un nouveau village fleurit à la lisière d'une forêt sacrée. Les arrivants construirent leurs maisons et semèrent leur culture. La terre fertile se montra généreuse, les nourrissons bénis par des récoltes abondantes. Les bois se virent honorés et pourvurent en retour. Mais avec le temps, la nature épuisée, le village fut pris de sécheresse. Les cultures brûlèrent, provoquant une grande famine. Attends, je crois que je suis venu ici. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Ouais, dans un rêve. Après avoir touché un Magatama dans la forêt, mes rêves ont changé. Je ne les comprenais pas sur le moment, mais maintenant, est-ce que je voyais ce qu'il s'est passé quand tout a commencé? Continuons à lire. Les paysans, pris de désespoir, supplièrent les cieux de les aider, et leurs prières furent entendues. La déesse de la pluie, dans sa grande compassion, arrosa les terres arides. Des arcs-en-ciel illuminèrent le ciel, et les nuages emportèrent les souffrances du village avec eux. Les récoltes qui suivirent furent encore plus larges et délicieuses qu'avant. Le village érigea des sanctuaires au nom de la déesse et lui firent de nombreuses offrandes. Avec la bénédiction du ciel, le commerce se fit prospère. Le village miséreux goûta la richesse pour la toute première fois. Et les marchands, émerveillés par leur nouveau statut, décidèrent de demander encore plus. Si la déesse les avait entendus une première fois, elle allait certainement les aider à nouveau. Alors ils prièrent encore et la déesse en fut comblée. La deuxième pluie offrit une providence encore plus grande. Le village rayonna de joie et d'or. Mais cette fois, tous les nuages ne quittèrent pas le ciel. Ça se présente mal. Une prière après l'autre, le sol se gorgea du don sacré. La déesse ravie d'offrir répondit à chacune de ses prières. Et malgré le fait que chaque goutte de pluie lui coûtait, les villageois perdus dans l'avarice en oublièrent toute retenue. Après une dernière prière, la déesse s'effondra, vidée. Et quand les prières suivantes furent ignorées, les villageois furent pris de colère et abandonnèrent toute forme de vénération. La déesse, seule et humiliée, sentit monter une rage terrible face à cette trahison. Elle utilisa ses dernières forces pour maudire ces terres. Les pluies providentielles se mirent à tournoyer et n'offrit aucune échappatoire face à la colère divine de son typhon. Enfin, la déesse sombra dans une profonde léthargie, promettant de revenir si jamais ces terres étaient de nouveau tourmentées.
Elle se dissipa alors, ne laissant derrière elle qu'un fragment de son essence. Des yeux pour surveiller son domaine. Un corps à habiter si ce jour funeste en venait à se lever. Ce réceptacle spirituel abrite la déesse pendant son sommeil. Un écho de sa bonté, une empreinte de sa furie. Le murmure vivant de la puissance qui fut autrefois. Entend les terres bénies jusqu'au jour de sa dernière rétribution. Attendez, là vous venez de me dire qu'Amibitsu, c'est la déesse de la pluie et qu'on se fait mener en bateau depuis le début pour lui redonner ses pouvoirs? Parce que les Magatama que l'on enlève, à chaque fois, ça la renforce. Ouais, c'est flippant. Bon, sinon entre temps on allait sur le toit du collège, et deux images valent mieux que 1000 mots. Oh la boulette, c'était pas réciproque, oui, la friendzone vénère. Nao part en courant et je la comprends. On décide de la rattraper mais c'est trop tard. On rentre à la maison et on croise notre mère encore en train de jouer aux jeux vidéo. Et on se retrouve à faire l'intermédiaire entre elle et notre père qui se lance des trucs pas sympas. On finit par dire que vas-y c'est relou, hein, on a passé une journée pas cool et qu'on va aller on piche. Cette nuit pas de rêve mais un cauchemar. Par contre dehors c'est magnifique. On est dans notre maison et à chaque fois que l'on ouvre une porte, quelque chose change. On croise notre mère en train de pleurer et dans la salle de bain Amibitsu qui fait quoi là? Mais surtout notre père dans leur chambre avec la radio à fond. Et des gens qui crient. En rentrant dans notre chambre, on tombe sur Nao et on se réveille. La journée va être dure. On a friendzone notre meilleur ami, nos parents s'embrouillent et en plus on va devoir confronter Amibitsu. On va voir notre mère et elle s'excuse pour son comportement de la veille. Elle nous dit que depuis le typhon il n'arrive plus à cacher le fait que ça ne va pas très bien entre eux. Notre père n'ose pas parler de ses problèmes et ça amène une mauvaise ambiance dans la maison. On sort et on va voir Manabu qui est un peu moins sympa. Il nous reproche d'avoir détruit notre cercle d'amitié, d'avoir blessé son ami. Carrément ils s'entraînent même pas aujourd'hui. Après cette discussion on va voir Nao mais la boutique est fermée tout comme le café. Je crois qu'elle est vraiment pas bien. C'est donc un peu déprimé que l'on va retrouver Amibitsu, qui nous dit qu'elle a réussi à récupérer la perle, mais elle voit bien que quelque chose ne va pas. On avance vers le dernier sanctuaire, et on finit par lui livrer nos doutes sur ses intentions. Elle essaye de se défendre en disant que oui, c'est bien elle, mais en gros elle possède tous deux une personnalité, et elle se bat pour que la déesse n'ait pas le contrôle. Mais comment lui faire confiance alors qu'elle nous a menti tout ce temps? Elle finit par s'enfuir mais en fait sans elle on peut aller nulle part. On est un peu bloqué et en continuant d'avancer on tombe sur Mireille. Et Mireille elle a élevé Amibitsu, donc elle la connaît très bien. Elle nous explique qu'elle a vraiment un bon fond et que tout ce qu'elle veut c'est sauver cette forêt, mais aussi notre village. Elle a un peu une mauvaise réputation ici parce que c'est la faute de la déesse si les esprits de la forêt sont bloqués. Au final elle souhaite juste se racheter. On décide donc d'aller la retrouver, mais avant on croise Bora qui souhaite nous parler. Elle n'aime pas Amibitsu mais elles ont parlé hier et elle l'a convaincue. Elle a vu qu'elle était sincère, mais bon elle nous dit aussi qu'elle nous donne le Magatama uniquement parce qu'il y a Ayumi. Si même Bora a changé d'avis, c'est que j'ai finalement peut-être eu tort. Je l'ai jugé trop vite. On la retrouve assise sur une racine, on discute et on admet nos torts. On n'aurait pas dû la juger si vite, mais elle aurait dû nous dire toute la vérité. Et en même temps, ça lui a permis de réfléchir sur la raison de cette quête. Elle fait ça pour libérer la forêt, supprimer cette malédiction, mais au fond, elle le fait aussi pour elle, pour ne plus être affectée par les décisions de la déesse et par son rang. On arrive alors au dernier sanctuaire et on récupère le Magatama. Oula, c'était quoi ça? Un peu flippant mais ok. Il commence à se faire tard et notre ami souhaite s'excuser auprès des esprits de la forêt. On s'occupera donc de la barrière demain. On retombe donc à l'entrée de la forêt et on se dit au revoir. Demain c'est le grand jour et il faut qu'on se repose. Enfin ça aurait été dans le meilleur des cas puisque notre père n'est pas rentré et notre mère s'inquiète. On lui propose alors d'aller le chercher en ville et on le retrouve au cimetière devant la tombe de son père. En fait il en parle que très peu parce qu'il a honte, mais son père l'a élevé comme un soldat à l'alture. Il n'a jamais vraiment reçu d'amour et lorsqu'il a appris que le Japon avait capitulé durant la guerre, son père est parti, abandonnant sa famille. Un jour il est revenu malade, mais personne n'était là pour l'accueillir. Et en même temps, après ce qu'il avait fait à sa famille, est-ce qu'il s'imaginait vraiment pouvoir revenir comme ça? Il est finalement mort seul, dans un bar bourré. Ça c'est de la mort pas très glorieuse. Le père de notre mère a quant à lui été comme un père de substitution pour le nôtre. Il lui a permis de comprendre que la famille ce n'était pas de la douleur, mais de l'amour et de l'entraide. Cependant il n'arrive pas à oublier le sien, et il se demande à quel point son père survit à travers lui. C'est pour ça qu'il ne voulait pas en parler. Il avait peur, il avait honte.
Mais au vu de ce qu'il a réussi à construire, une famille, une maison, une femme qu'il aime, je crois qu'on peut aisément lui dire qu'il n'a rien à voir avec son père. Et qu'on en est un peu la preuve. Après cette discussion touchante, on rentre manger et je crois que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas passé une soirée comme ça. On s'endort et pas de rêve cette nuit, ni de cauchemar. Aujourd'hui c'est le grand jour, on descend voir nos parents et notre père a pris sa journée pour profiter de sa famille. Quant à nous, on a du boulot et on croise Manabu qui s'excuse de son comportement d'hier. Il avait juste peur de nous perdre parce qu'il tient beaucoup à notre groupe d'amis. On en profite également pour s'excuser de ne pas avoir été assez présent. Avant d'aller sauver le village, il y a une personne que j'aimerais aller voir. On sait jamais, si ça marche pas, on ne pourra peut-être plus jamais se voir. On retrouve Nao sur le toit et je crois que ça lui a fait du bien qu'on aille lui parler, même si ça lui fait mal. Il lui faut encore un peu de temps. Je crois qu'on est allé voir tout ce qui compte pour nous. L'heure est venue de retourner voir Amibitsu et d'ouvrir cette porte, mais... Tu as tant fait pour nous, et je n'oublierai jamais ce que tu as fait pour moi. Tu peux rentrer chez toi maintenant. Ah, attends quoi? Tu es sérieuse? Tu me renvoies maintenant? Eh bien, je ne peux pas toucher les Magatama, et maintenant que la barrière n'est plus là, le reste est entre ma mère et moi. Mais, et nous alors? Nous? J'appartiens au royaume céleste, et tu es un enfant humain. Une fois que c'est fait, mon temps dans la forêt est révolu. Il n'y a aucune raison pour moi de rester. Ah, à quoi est-ce que tu t'attendais? Tu m'as beaucoup aidé, Ayumi, mais j'ai toujours été clair sur la raison pour laquelle je t'ai contacté. Alors tu m'as juste utilisé. J'ai juste été l'humain dévoué tout ce temps. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que tu le prends mal. Je ne t'ai pas utilisé. Nous étions d'accord sur les termes. Tu t'es glissé dans mes rêves et tu m'as fait entrer dans une forêt interdite. Tu m'as utilisé pour porter des pierres qui me faisaient perdre connaissance. Tu m'as tiré dans une zone de guerre et abandonné quand tu étais contrarié. Tu as démoli mon monde. Et maintenant je suis censé aller de l'avant et tout oublier? Ah, Ayumi, je pensais que... Je ne sais pas ce que je pensais. Est-ce que je compte pour toi? Je ne sais pas quoi dire. Je suis désolé, Ayumi. Je te promets que je ne voulais pas que tu te sentes comme ça. Je ne voulais jamais prendre autant de place dans ta vie, ni dans aucune vie. Tout ce que je veux, c'est arrêter de blesser les humains. Mais je ne crois pas en être capable, malgré mes tentatives. On ne peut juste pas se comprendre, n'est-ce pas? Et étant donné comment ça s'est terminé la dernière fois, j'aurais dû le savoir. Mais non, Ayumi, ils avaient tous raison. Nous n'aurions jamais dû interagir. Tu devrais rentrer chez toi maintenant. Tu n'aurais jamais dû partir. J'en ai déjà trop fait. Je suis désolé que ça se termine comme ça. Merci encore pour tout, Ayumi. Bientôt, Amatsu n'aura plus jamais besoin de se soucier des typhons. Ni toi, de moi. Adieu. On rentre chez nous empli de tristesse, et s'il y a bien des épaules sur qui on peut compter lorsque tout va mal, c'est bien ceux de nos parents. La pluie commença à tomber, annonçant le typhon à venir. Alors que nous étions en train de dormir, le tonnerre nous réveille. On va voir nos parents et vu les fenêtres barricadées, je crois bien que la télé n'avait pas menti. On retourne dans notre chambre et on tombe sur Nekotaro. En fait, il est venu avec Mireille pour nous demander notre aide. Amebitsu s'est en réalité surestimé. Sa détermination est en train de flancher, et son pouvoir semble la submerger. La seule façon de l'aider est d'utiliser les Magatama pour réduire l'influence de la déesse sur elle. Bon, on n'est pas très chaud parce que déjà, on risque notre vie là, et puis vu comment elle nous a jetés, mais la vie de notre village en dépend. On se dirige donc vers le sanctuaire en haut de la montagne, et non là c'est chaud toutes les âmes. Mais les esprits de la forêt que l'on a rencontrés durant notre aventure viennent nous aider un par un à atteindre notre objectif. Et on finit par retrouver Amebitsu à terre, désespéré. Mais des cloches commencent à sonner, et lorsque l'on reproduit le son, on se fait transporter dans un rêve, comme si notre ami était un Magatama. Ouais, étrange. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ici, c'est beaucoup plus calme. Je crois qu'on est dans le rêve d'Amebitsu, et on la retrouve en proie au doute. Submergée par sa condition, elle parle comme étant une déesse. Elle a pris le dessus. Ce n'est plus Amebitsu qu'il faut convaincre, mais la déesse elle-même. Et après quelques discussions... Ami, écoute-moi. Tu n'es pas comme ça. La personne que je connais a de l'espoir, mais elle se bat pour la liberté et pas la destruction. Ayumi. Ne comprends-tu donc pas que j'existe bien au-delà de toi? Au-delà de la mort, au-delà du renouveau, je suis le cycle que tu as tenté de fuir. Fais face à ton destin, mortel, et sois témoin de mon pouvoir. Tout n'est pas encore fini. On doit aller la confronter sous sa réelle forme, mais les deux formes ne peuvent coexister, puisqu'Amebitsu est sa représentation terrestre. L'heure des adieux a sonné, mais elle n'est pas véritablement morte, puisque son esprit et son corps sont en réalité deux choses distinctes. On utilise les Magatama et...
On se rencontre enfin. C'est drôle, je n'arrive pas à te haïr, même après ce que tu as fait à tout le monde. À moi, à elle. Ce que j'essaye de dire, c'est que tu nous as tous fait du mal. Et je suppose que nous t'avons fait du mal en retour. Et tu t'es blessé toi-même, beaucoup trop. Mais c'est fini maintenant. C'est fini. Va en paix. On se retrouve pour la dernière fois dans un rêve, notre dernière rencontre avec Ami Bitsu. On lui dit qu'elle va nous manquer et elle répond que jamais elle n'oubliera notre aventure, que jamais elle nous oubliera. 6 mois ont passé depuis le typhon et on est au cimetière en train de se confier à notre grand-père. On va ensuite rejoindre nos amis au parc et ce BG de Manabu a été pris dans l'équipe. Comme quoi nos entraînements n'auront pas servi à rien. Il va même aller à Okinawa cet été avec l'équipe. On va ensuite voir Nao, et bon en 6 mois elle s'est remise. Et mieux que ça on est encore amis. Enfin amis, disons qu'on lui propose d'aller au ciné ce week-end, donc to be continued. Last Time I Saw You est un jeu qui m'a vraiment marqué de par les thématiques qu'il aborde, mais aussi son style graphique juste magnifique. L'histoire est aussi vraiment intéressante et le mood incroyablement chill. Je vous invite d'ailleurs à aller jouer au jeu parce qu'il y a plein de petites quêtes annexes vraiment cool qui viennent étoffer cet univers, dont je n'ai pas parlé dans cette vidéo sinon elle aurait duré 3 heures. Bref, je vous invite à vous abonner, à liker, à commenter si cette vidéo vous a plu et puis nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.